Merci Madame Micou de m'avoir donné la parole. Pour ceux qui ne savent pas, Madame Micou est ma chef de service et nous avons monté ensemble une unité de rhumatologie pédiatrique qui a à peu près 10 ans d'âge. Donc tout d'abord, un grand bravo à l'équipe d'immunologie clinique pour ce beau congrès qui est devenu une tradition. C'est le 9e congrès. Bientôt, nous allons fêter les 10 années du congrès. Donc, et puis, surtout, merci de m'avoir associé à ce congrès pour parler des maladies auto-inflammatoires qui, en fait, sont des pathologies qui vivent vraiment leur âge d'or parce que c'est un concept assez innovant, c'est un concept donc, qui est en plein essor, avec beaucoup de publications, beaucoup de bibliographies, beaucoup de recherches et beaucoup de nouvelles maladies, je dirais pas tous les jours, mais vraiment de manière régulière. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de bibliographie parce que M. Bousfeha m'a demandé de faire un exposé pratique. Donc, je me suis vraiment basée sur une expérience de tous les jours pour essayer de faire cet exposé. Et donc, les maladies auto-inflammatoires sont très importantes dans le sens où elles s'expriment essentiellement par de la fièvre. Et la fièvre en pédiatrie, c'est vraiment le maître symptôme, le motif principal de consultation dans le vaste champ qu'est la pédiatrie, quels que soient les secteurs, en cabinet libéral, à l'hôpital, aux urgences. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est en fait de rattacher cette fièvre à son origine, qui est la maladie auto-inflammatoire. Donc pour ceci, je vais quand même parler un petit peu sans essayer de répéter ce qu'a dit Madame Smahi avant, mais rapidement, c'est un concept innovant, c'est vrai. Il a 20 années de vie. En fait, il est à la fin de son adolescence, il commence à être mature pour devenir adulte. Donc 20 ans parce qu'on a découvert le gène MEF de la FMF en 1997, et donc vraiment 20 ans. Et si je devais définir ces maladies auto-inflammatoires, ici, en fait, les écrits définissent ces maladies auto-inflammatoires comme des maladies ayant un substratum génétique, donc une anomalie génétique qui porte sur une mutation, sur un gène codant pour une protéine de l'immunité innée. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de trouble de l'homéostasie de l'immunité innée qui, elle, va avoir pour conséquence la genèse de la maladie auto-inflammatoire. Donc, quand on parle de maladie auto-inflammatoire, on est un petit peu obligé de l'opposer à la maladie auto-immune parce qu'en fait, dans l'immunité, on a deux bras, l'immunité innée, l'immunité spécifique, l'immunité innée avec ses cellules et l'immunité spécifique avec ses cellules. Et ce qui se passe, c'est que nous avons un espèce de continuum entre les maladies auto-inflammatoires et les maladies auto-immunes. Pour la maladie auto-inflammatoire dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la mise en jeu de l'immunité innée, pour une grande part, avec quand même une petite participation de l'immunité spécifique, contrairement à la maladie auto-immune. Donc c'est important de dire que les choses sont intriquées, hein, que ce n'est pas aussi simple, il n'y a pas que l'immunité innée qui est mise en jeu. Donc je continue sur mon rappel rapidement. Donc ce schéma historique de l'immunité innée nous montre bien ce qui se passe. C'est l'agent infectieux qui va être reconnu. Alors c'est mon explication de clinicienne, hein, donc ça va être peut-être un peu plus facilité, on va dire. Qui va être reconnu par des récepteurs qui sont transmembranaires, qui sont les toll-like récepteurs qu'a exposé tout à l'heure ma collègue. Et donc, nous avons d'autres récepteurs qui sont les node-like récepteurs, qui sont des récepteurs intracytoplasmiques. Cette reconnaissance va induire une activation et donc une stimulation de la cascade pro-inflammatoire avec une production de cytokines pro-inflammatoires qui sont l'IL1, le TNF-alpha et l'IL6 essentiellement. Par ailleurs, il va y avoir une production de molécules de co-stimulation, c'est important, qui sont l'IL12 et l'IL18, et qui, elles, donc, vont mettre en activation la cellule, le lymphocyte T, qui est la cellule de l'immunité adaptative. Dans la maladie auto-inflammatoire, qu'est-ce qui va se passer en plus? Alors, normalement, vous avez un espèce de rétrocontrôle dès que l'agent infectieux est éliminé, et donc il va y avoir un arrêt de la cascade. Et bien, dans la maladie auto-inflammatoire, il va y avoir une activation permanente, et cette activation permanente, donc, va induire une espèce d'affolement cytokinique, donc un déferlement cytokinique, avec une production très importante des cytokines pro-inflammatoires, et j'insisterai sur l'interleukine 1 parce qu'elle est en cause dans beaucoup de phénomènes qu'on va mettre en évidence sur le plan clinique et sur le plan biologique. Alors cette IL1, c'est une cytokine de la grande famille des interleukines 1.
Nous avons l'interleukine 1 bêta qui est la forme en fait active, on va dire, qui est responsable des effets. L'IL1 alpha qui est un facteur de croissance et qui va amplifier la réponse inflammatoire, donc ça marche ensemble. L'IL1 récepteur, donc c'est vraiment le récepteur qui va pouvoir se lier à l'IL1 bêta et l'IL1 alpha pour transmettre les signaux d'activation cellulaire. Et enfin l'IL1 récepteur antagoniste qui lui va jouer un petit peu un rôle de compétition en fait avec l'IL1 alpha et l'IL1 bêta et qui va jouer ce rôle de rétrocontrôle négatif quand l'agent infectieux est éliminé. Donc cette IL1 bêta, elle va agir à plusieurs niveaux. C'est un petit peu pour expliquer les symptômes qu'on va voir au fur et à mesure. Au niveau du système hypothalamo-hypophysaire, et donc va être à l'origine de la fièvre, va être à l'origine de la fatigue, l'anorexie. Au niveau de l'os, elle va donc induire la production d'enzymes protéolytiques et détruire le cartilage et l'os. Au niveau de la moelle osseuse, elle va induire donc la stimulation, la production des cellules précurseurs, des thrombocytes et des polynucléaires neutrophiles, ce qui explique en périphérie la polynucléose et la thrombocytose. Et puis au niveau du foie, eh bien, elle va activer la synthèse des protéines de la phase aiguë de l'inflammation et c'est ce qui va comme en témoigne la CRP élevée quand on dose cette CRP. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que alors, les LPS, ce sont les lipopolysaccharides qui sont contenus en général dans les agents infectieux, notamment la bactérie, qui vont se lier donc au toll-like récepteur, on voit bien ça, et qui vont à travers un facteur de transcription qui est le NF-κB, donc stimuler les node-like récepteurs qui, eux, vont donc stimuler la procaspase 1. Et je reviens sur l'inflammasome en particulier. Donc l'inflammasome, en fait, il y a plusieurs inflammasomes qui sont connus aujourd'hui. Mais on va parler du NLRP3 parce que c'est celui qui a été le mieux décrit, effectivement. Et ce NLRP3, qu'est-ce qui est intéressant? C'est une protéine de l'immunité innée, c'est la cryopyrine. Ce NLRP3 est exprimé fortement au sein de la cellule de l'immunité innée, donc du monocyte en particulier. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce NLRP3 possède donc trois domaines. Je ne vais pas rentrer dans le détail des domaines. Et on voit bien, donc c'est celui-ci. Il va se fixer donc à deux protéines, l'ASC et la caspase 1, qui est sous forme inactive. Ils vont constituer cette plateforme protéique. Donc ce complexe protéique qui, lui, va pouvoir être comme un espèce de moteur qui va activer la caspase 1, qui va permettre la transformation de la proïl-1 bêta en IL-1 bêta, qui est la cytokine effectrice. Alors j'ai projeté cette classification qui est très allégée parce qu'aujourd'hui on a vraiment beaucoup de maladies auto-inflammatoires comme je l'ai dit au début de l'exposé. Mais je pense qu'on va un petit peu insister sur celle-ci parce que ça ne sert à rien d'essayer de parler de tout. On ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir retenir. Donc je pense que nous, chez nous au Maroc, on va insister beaucoup sur les fièvres récurrentes héréditaires et en particulier sur la FMF et le MKD. Alors, la fièvre méditerranéenne familiale, pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, sur différentes études, que la population marocaine arabe est susceptible de développer la FMF 5 fois plus que les populations caucasiennes, par exemple. Et que c'est une maladie à transmission autosomique récessive, et que nous avons un fort taux de consanguinité, donc ce qui suggère forcément qu'on a certainement des cas de manière avec une prévalence plus importante. Le mévalonate kinase deficiency, donc déficit en mévalonate kinase, également est une maladie à transmission autosomique récessive. Et nous supposons de la même manière qu'il doit y avoir des cas qui sont aujourd'hui méconnus. Donc ensuite, donc le TRAPS. Alors le TRAPS, c'est une fièvre récurrente héréditaire, mais qui est beaucoup plus connue dans la population caucasienne. Certainement qu'il en existe chez nous, mais pas tant que ça. Elle est à transmission autosomique dominante. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les cryopyrinopathies, qui sont des inflammasomopathies effectivement, et qui sont en fait les cryopyrine associated periodic syndrome, donc les CAPS. Et donc ces maladies-là, en fait, c'est une seule maladie en réalité avec un spectre phénotypique très large, une forme très atténuée qui est l'urticaire familiale au froid et qui va s'exprimer uniquement par de la fièvre qui est déclenchée par donc un coup de froid et un urticaire essentiellement, passer par une phase intermédiaire qui est celle du Muckle-Wells pour constituer la maladie grave qui est le Cinca syndrome ou NOMID en anglais. Et donc ce Cinca syndrome par contre est une pathologie auto-inflammatoire sévère avec une atteinte neurosensorielle et j'y reviendrai un peu plus tard.
Le troisième groupe, ce sont les pathologies granulomateuses. Et donc, je parlerai du syndrome de Bloch. Ce syndrome de Bloch, c'est une sarcoïdose en réalité. C'est ce qu'on appelle la sarcoïdose juvénile, qui est un substratum génétique. Donc, la mutation génétique est connue. Et qui va associer trois atteintes. Une atteinte articulaire, une atteinte cutanée et une atteinte ophtalmologique, en plus de la fièvre. Enfin, le quatrième groupe, ce sont ces pathologies apiogènes. Donc, le papa, qui s'exprime dès la première année de vie, qui va associer une ostéomyélite multifocale, une acné profuse et... alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça. Et un pyoderma gangrénosum, merci. Très bien. Donc, j'en ai jamais vu encore. Hein. J'ai vu des milliers de présentations sur le papa, mais pas de cas de papa jusque-là. Le magite, qui va apparaître un peu plus tard dans la vie et qui va aussi se révéler par des ostéomyélites multifocales récurrentes et par une dysérythropoïèse et une dermatose neutrophilique. Et ensuite, l'un des derniers nés, le DIRA, et je pense que Madame Ftoua qui va en parler un peu plus longtemps. Alors, la liste est longue, il y a le DITRA, le Candel, le SAVI, bon... Je pense que ce n'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est s'orienter vers la maladie auto-inflammatoire. Donc, comment penser à ces maladies auto-inflammatoires? Il y a des symptômes communs qu'on retrouve dans tout ce groupe de maladies. Un, la fièvre. Et la fièvre, elle va revêtir, on va dire, un caractère assez particulier. Parce que, un, elle va être récurrente. C'est des parents qui vont vous dire, cet enfant, il est différent de sa fratrie. Il fait des fièvres régulièrement. Alors que les autres, non, ils ont pu faire un rhume avec une petite fièvre, etc. Mais celui-ci fait des fièvres régulièrement. Donc, on va essayer de le définir. Donc, des fièvres inexpliquées, c'est-à-dire que l'enfant consulte chez son pédiatre traitant, le pédiatre examine et ne trouve pas d'explication à cette fièvre. Donc, plus de 3 épisodes par an. Ensuite, une fièvre stéréotypée. Et j'entends par stéréotypée des choses répétitives, c'est-à-dire la durée de la fièvre. Donc, c'est important. L'intervalle libre. Aussi. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Quand il y a des facteurs déclenchants, ce sera toujours les mêmes facteurs déclenchants. Et s'il y a des prodromes, encore une fois, ça sera toujours le même type de prodrome. Ensuite, on va rechercher ce qu'on appelle les signes associés. C'est des maladies qui associent souvent une atteinte cutanée, une atteinte musculo-squelettique, donc articulaire, musculaire, et une atteinte des séreuses. Alors, le deuxième élément qui est important, c'est la date de début. Il faut demander à la maman quand est-ce qu'a débuté les épisodes de fièvre récurrente. Quand c'est plus c'est tôt dans la vie et plus ça nous orientera vers une maladie auto-inflammatoire. Si l'enfant démarre sa fièvre à l'âge de 4 ans et que, il vient d'être mis en collectivité, donc placé en crèche, ben, ma foi, on peut parler d'apprentissage immunitaire. Donc, plus cette fièvre démarre tôt dans la vie et plus on est orienté vers la maladie auto-inflammatoire. Ensuite, il faut donc essayer de dresser un arbre généalogique, c'est-à-dire s'il y a une notion de consanguinité, s'il y a des cas similaires dans la fratrie. Donc ça, c'est les éléments qui sont essentiels qui vont s'associer donc à la fièvre. Une fois qu'on a fait cela et qu'on est plus ou moins orienté vers la maladie auto-inflammatoire, il ne faut pas se dire je suis dans une maladie inflammatoire, il faut quand même s'assurer qu'on n'est pas dans autre chose. Et donc, il faut écarter les diagnostics différentiels. Donc, on a parlé des infections liées à l'apprentissage immunitaire, des diverses maladies infectieuses. Les pédiatres en général ont déjà fait des ECBU, des radiothorax, des radiosinus, etc. Écarter bien sûr le déficit immunitaire aussi bien acquis que primitif si c'est nécessaire. Si on voit que les infections prennent quand même une espèce de forme de gravité, qu'elles ont nécessité des hospitalisations, oui, écarter le déficit immunitaire. La néoplasie, s'il faut aller au dosage des marqueurs tumoraux et faire un myélogramme, un scanner, il faut faire ce qu'il y a à faire. Les maladies auto-immunes également, et elles ont beaucoup en commun en termes de clinique avec les maladies auto-inflammatoires. Donc, s'il faut faire un screening immunologique, chez les tout-petits en général, on se contente des anticorps antinucléaires. Chez les plus grands, parce qu'il y a le lupus, on demandera plutôt des anti-DNA natifs et un complément. Et puis écarter aussi les autres maladies auto-inflammatoires, mais qui sont plurifactorielles. C'est-à-dire pas celles qui sont monogéniques, à transmission mendélienne, dont le gène est défini, est connu et identifié. Comme le B7, comme l'AJ systémique, sachant que pendant longtemps l'AJ systémique était complètement intégrée dans le cadre des arthrites juvéniles idiopathiques et donc une maladie plutôt auto-immune, et qu'aujourd'hui on tend vers une maladie auto-inflammatoire de plus en plus. Et ensuite le FAPA, qui est une entité un peu spéciale, dans le sens où elle ressemble en tout point de vue
aux maladies auto-inflammatoires que j'ai citées déjà, mais à aujourd'hui, on n'a toujours pas de gène identifié. Donc là, comment s'orienter sur le type de maladie auto-inflammatoire? Et là, donc, on va revenir vraiment sur le détail du détail, et c'est l'interrogatoire et l'examen clinique qui vont compter ici. La durée de la crise. Pour les fièvres méditerranéennes familiales, en général, c'est très court, c'est 1 à 3 jours. Pour le mévalonate kinase deficiency et le FAPA, c'est entre 2 et 7 jours. Ça ressemble beaucoup, c'est deux maladies qui se ressemblent beaucoup et qui ressemblent beaucoup à une infection. Parce qu'il y a des adénopathies, il y a la fièvre, il y a les aphtes, il y a la pharyngite, etc. qui sont communes et qui ressemblent beaucoup à une infection. Alors le TRAPS. Le TRAPS, par contre, ne l'évoquez que quand vous avez vraiment des fièvres récurrentes, mais qui ont une durée qui est assez importante. Ça sera minimum 7 jours et ça peut aller jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois. Et les cryopyrinopathies, par contre, bon, c'est plutôt variable et l'intervalle libre n'est pas complètement libre. Il y a toujours un petit fond inflammatoire. Donc, après la durée de la crise, on va s'intéresser aux signes cutanés. Et là, vous avez des signes qui sont très évocateurs de certaines maladies. Quand vous avez une lésion pseudo-érysipélatoïde, donc comme un érysipèle, il faut penser à la fièvre méditerranéenne familiale. Devant des aphtes, on va évoquer plutôt un mévalonate kinase deficiency ou un FAPA. Devant donc des lésions ressemblant à un urticaire, on va être orienté davantage vers les cryopyrinopathies. Si on a des lésions qui sont très évocatrices de cellulite ou d'œdème périorbitaire, on va aller vers le TRAPS. Ensuite, il y a le cortège des signes neurosensoriels. Et là, vraiment, les signes neurosensoriels, c'est vraiment les cryopyrinopathies, donc les CAPS. Et y penser quand vous avez une détérioration mentale, quand vous avez une surdité de perception associée, quand vous avez une atteinte ophtalmologique de tout type, conjonctivite, uvéite, atteinte du nerf optique. Ensuite, quel bilan de première intention? Bien sûr, on a fait beaucoup de bilans, etc. Mais une fois qu'on a vraiment étiqueté le malade maladie auto-inflammatoire et qu'on est plus ou moins orienté, on a tendance à l'hospitaliser pour faire le point. Et puis, pendant, bien sûr, l'épisode fébrile, il faut faire une CRP pour prouver qu'on est bien dans un contexte inflammatoire et demander aux parents de faire une CRP en dehors de la phase inflammatoire, donc en dehors de la crise, et on voit bien que ça tend à s'amender de manière spontanée, même si vous donnez aucun traitement. Donc cette cinétique de l'inflammation est importante dans le cas de la maladie auto-inflammatoire. Alors, dans notre contexte au Maroc, nous, on n'a pas la panoplie des tests génétiques qui existent ailleurs dans des pays développés. On ne peut pas faire le whole génome, et puis de toute façon, c'est très coûteux, même là où on peut le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première chose, chez nous, c'est que quand on a réussi à réunir les critères cliniques et cliniques en faveur d'une FMF ou d'un mévalonate kinase deficiency, dans notre contexte, la biologie moléculaire de la FMF existe, et donc on demande une biologie, une recherche génétique, mutation MEV sur, voilà. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est le dosage quand on est orienté vers le MVK, donc le mévalonate kinase deficiency, on demandera un dosage de l'acide mévalonique dans les urines. Ça ne se fait pas au Maroc, mais ça se sous-traite très bien. La seule chose, c'est la fiabilité, parce qu'en fait, c'est des urines fraîches qui doivent être congelées immédiatement avant d'être transférées. Donc, il faut insister auprès du laboratoire pour congeler des urines immédiatement et pour faire un recueil d'urines fraîches. Alors, si on n'a aucun signe d'orientation, ou en tout cas on s'éloigne de la FMF et du MKD, ben, je pense que le patient est identifié maladie auto-inflammatoire, il faut peut-être l'adresser à un expert. Que faire du FAPA dans ce contexte? Est-ce qu'il faut l'inclure finalement dans les maladies auto-inflammatoires ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a pas de substratum génétique connu. Et ce qui est sûr également, c'est que ce FAPA correspond en tout point clinique et biologique aux maladies auto-inflammatoires. Alors peut-être qu'on va finir par trouver un gène responsable du FAPA. Le FAPA, c'est le Marshall. À travers tout ce que j'ai dit, je vais essayer donc de faire quelque chose d'un petit peu interactif pour voir si j'ai été claire ou pas. Donc là, c'est la petite Inès qui a 3 ans et 10 mois, qui est adressée pour des fièvres récurrentes inexpliquées par son pédiatre. Quand on reprend l'interrogatoire, il n'y a pas de consanguinité. Le début de ces épisodes fébriles remonte à l'âge de 3 ans et 4 mois. Alors, la maman est très précise, c'est des fièvres de 38-39 qui s'associent à des adénopathies cervicales. Systématiquement, il y a soit une pharyngite, soit une angine pultacée, avec parfois des aphtes. Et l'épisode dure 4 à 5 jours.
L'intervalle intercritique est de 4 à 5 semaines. Elle me dit même, je crois que c'est 35 jours, docteur. Donc, elle est très précise. Même l'intervalle libre est bien délimité. Elle a une croissance normale, taille, poids, pas de souci. Donc, le bilan initial qui avait été entamé par sa pédiatre traitante, une numération qui avait montré un taux de globules blancs assez élevé et de polynucléaires neutrophiles assez élevé, une CRP très augmentée, ce qui orientait vers quelque chose d'infectieux une première fois. Et puisqu'elle avait une grosse adénopathie, elle avait fait une échographie cervicale qui montrait une adénopathie de 3 cm de grand axe, qu'elle a biopsiée, parce que ça l'inquiétait. Cette biopsie n'a pas été contributive, elle a montré lymphadénite hyperplasique, sans spécificité. Elle complète par une radio du cavum, épaississement des végétations adénoïdiennes, très bien, elle traite par antibiotiques. Alors chaque épisode, céphalosporine, macrolide. Elle refait des bilans lors des autres épisodes, c'est toujours la même chose, hyperleucocytose, polynucléose et CRP élevé. Et comme elle fait donc des angines blanches, elle fait un test rapide au streptocoque et ce test rapide est toujours négatif. Et donc, elle traite par antibiotiques, mais elle est très gênée dès le départ. Et donc, elle l'adresse pour un avis. Quel diagnostic et que faire devant un cas pareil? Sauf que c'est un diagnostic d'élimination. Donc très bien, alors oui, à évoquer une maladie auto-inflammatoire, on a tous les critères pour évoquer une maladie auto-inflammatoire. Nous avons évoqué un mévalonate kinase deficiency, bien qu'il n'y ait pas de consanguinité. Une fièvre méditerranéenne familiale, parce qu'on est au Maroc, tout simplement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de douleur abdominale, il n'y a pas de douleur articulaire, il n'y a pas de douleur thoracique, on est bien d'accord. Et un Marshall. Et donc on a demandé le dosage de l'acide mévalonique dans les urines qui est revenu normal. Alors, je ne sais pas pourquoi l'animation a disparu, là, tout d'un coup. Alors, bref. Et la biologie moléculaire sur le gène MEV n'a pas montré de mutation. Donc, effectivement, puisqu'on est dans cette situation-là, on a ressorti les critères diagnostiques du Marshall et on a essayé de les appliquer à cette gamine. Et elle répond parfaitement à tous les critères, et même aux 7 critères, alors qu'on n'en exige que 5, finalement. Donc, on retient chez elle le syndrome de Marshall. J'ai plus du tout d'animation, c'est pas grave. D'accord, on retient donc le syndrome de Marshall. Et puis, si on fait donc un petit rétrospectif, on se rend compte qu'on a mis 6 mois pour faire le diagnostic. Je trouve que c'est assez rapide parce qu'elle a une pédiatre qui était très avisée en réalité. Donc on traite par des corticoïdes à 1 mg/kg en une prise, ça marche super bien. Et puis on avait l'alternative en cas d'échec de faire une amygdalectomie ou une adénoïdectomie. Et chez cet enfant, on a quand même fait une amygdalectomie parce qu'en fait, elle est passée en classe de CP, on a un petit recul là. Et puis elle s'absentait beaucoup, la maman était inquiète et du coup pour éviter cela, on a proposé une amygdalectomie. Alors le Marshall, c'est la seule fièvre récurrente qui va guérir avec l'âge. Le traitement, donc c'est 5 minutes de plus? Ok, je suis presque à la fin. Donc voilà, le traitement, on en a déjà parlé. Deuxième cas, Fatem Zahra, 6 ans et demi, adressé pour fièvre récurrente inexpliquée. Consanguinité premier degré, pas de cas similaire. Début à l'âge de 2 ans, 3 hospitalisations entre l'âge de 2 et 3 ans. Sans rentrer dans les détails. Les crises sont stéréotypées, elles sont déclenchées toujours par une infection, elles sont toujours précédées de prodrome, obstruction nasale, dysphagie, avec un intervalle intercritique qui est libre, de durée variable. À l'examen, chez nous, quand elle est adressée, elle a une aphthose buccale, qu'on voit ici, elle a une espèce d'éruption qui ressemblait à une plaque érysipélatoïde, elle avait des adénopathies cervicales, une arthrite du genou et de la cheville, avec une bonne croissance, un bon état général. Donc, les bilans réalisés antérieurement, une VS élevée, une CRP élevée, une électrophorèse des protides qui montrait juste un profil inflammatoire. Devant les adénopathies, elle a bénéficié d'un MNI test qui était négatif, d'une IDR à la tuberculine, d'une radiothorax qui était normale, d'une écho abdominale qui montrait des adénopathies mésentériques qui ont été biopsiées, qui étaient sans spécificité, dans d'autres hôpitaux. Quelles sont les hypothèses diagnostiques ici? Donc nous, on a évoqué une FMF,
devant la consanguinité, la fièvre, la plaque pseudo-érysipélatoïde. On a évoqué un MKD parce qu'il y avait l'adénopathie cervicale, la pharyngite, et puis les facteurs déclenchants à l'éprodrome. On a évoqué un TRAPS parce qu'elle faisait des épisodes quand même assez prolongés. Et puis on a évoqué un déficit immunitaire parce que cet enfant avait été hospitalisé quand même 3 fois. Donc on a imaginé que les épisodes antérieurs étaient sévères. Donc dans notre contexte, on a demandé une VS qui était très élevée à 90, une CRP à 143. On a fait un écho-Doppler des membres inférieurs, pas de thrombose. Une étude génétique FMF qui est revenue négative. Par contre, le dosage d'acide mévalonique dans les urines est revenu très très élevé à 3300 et quelques, sachant que la barre est à moins de 13. Malheureusement, on n'a pas pu confirmer génétiquement, mais on a retenu le diagnostic de MKD. Donc dès les diagnostics, 4 ans et demi, traitement ibuprofène lors des crises. Si vraiment il y avait un souci, on va proposer un anti-LA. Le mévalonate kinase deficiency démarre à la première année de vie. C'est 3 à 7 jours de crise, des facteurs déclenchants, souvent le vaccin ou l'infection, une rythmicité connue. Donc la fièvre à 39, les adénopathies que nous avions, elles sont en général douloureuses, associées à une pharyngite. Les signes digestifs sont importants, c'est surtout les vomissements. Il peut y avoir des signes cutanés un petit peu polymorphes, des signes articulaires et parfois une hépato, une splénomégalie. Alors la splénomégalie est assez évocatrice du déficit en mévalonate kinase. Troisième cas, Raoula, 12 ans, consanguinité premier degré, sœur aînée, 22 ans, suivie pour polyarthrite rhumatoïde, compliquée d'amylose rénale. Adressée en septembre 2013, elle avait des arthralgies des genoux et des chevilles, des cervicalgies, qui évoluaient depuis 3 ans, et elle était traitée comme RAA par une autre équipe avec corticoïdes et extensiline. À l'examen, nous, on n'a rien trouvé ce jour-là, pas d'arthrite, une bandelette urinaire négative, et ce qu'on a évoqué, c'était soit une AG oligo-articulaire extensive, parce que ça ressemblait assez, mais comme il y avait quand même cette consanguinité au premier degré, cette sœur suivie pour amylose, on a évoqué une FMF. Donc on fait voilà l'arbre généalogique. Très bien, la radio était normale, on fait une analyse génétique et on a une FMF à l'état homozygote. Donc là, FMF, critères diagnostiques, on retient les critères de Yeltsin-Kaya qui sont les seuls à avoir été validés sur des populations purement pédiatriques et qui ont été donc publiés en 2009. Donc il y a 5 critères, fièvre, douleur abdominale, douleur thoracique, arthrite et histoire familiale. Et on exige minimum 3 critères pour retenir le diagnostic. Quand on en a 2, on dit que c'est fort probable et dans tous les cas, on complète par une étude moléculaire. Les 10 commandements. Alors, les 10 commandements, c'est le professeur Bousfeha qui m'a commandé ces 10 commandements. C'était pas simple parce que, bon, voilà, ça émane de ce que je fais au quotidien, mais c'est pas toujours évident. Donc, j'ai essayé de faire ça. Malheureusement, voilà, c'est en vrac, alors que c'était fait différemment, il n'y a pas d'animation. Alors, il faut reconsidérer le diagnostic d'infection à partir du 3e épisode fébrile et essayer d'en rechercher une cause. D'accord ? Le 2e commandement, ce serait rechercher ce caractère stéréotypé de la crise fébrile. Et je ne rentre pas dans le détail, on en a parlé. Le 3e, c'est rechercher la notion familiale, soit de consanguinité, soit de cas similaires dans la famille. Le 4e, c'est s'enquérir de la date de début. Et plus on est un début précoce dans la vie, plus on est dans la maladie auto-inflammatoire. Le 5e, c'est écarter les diagnostics différentiels, et on a déjà dit ça en détail. Le 6e, c'est s'assurer du contexte auto-inflammatoire pendant la crise, inflammation biologique pendant la crise, qui s'amende en dehors de la crise. Le 7e, c'est rechercher les éléments orientateurs, la durée, l'atteinte cutanée, l'atteinte neurosensorielle, etc. Alors, le 8e, c'est hiérarchiser les examens en fonction du contexte clinique chez nous. Ça ne pose pas encore problème, mais ça finira par poser problème quand on aura tout le tableau technique pour faire la génétique, la recherche génétique des maladies. Donc, chez nous, en tout cas, on priorise la FMF et le mévalonate kinase deficiency. En cas de bilan de MKD et de FMF négatif, et si l'enfant est en bon état général, on le soumet aux critères du FAPA. S'il y répond, c'est un FAPA. S'il ne répond pas, eh bien, on rassure les parents et continue de surveiller, sans diagnostic. Si l'enfant a un état, le 10e commandement, si l'enfant a un état général plutôt inquiétant, on reste sur une maladie auto-inflammatoire héréditaire et on adresse le patient à un expert. Donc l'arbre décisionnel reprend un petit peu tout ce que j'ai dit, si on n'a pas le temps, c'est bon. Et ensuite, les difficultés finalement, c'est le circuit du patient.
Et pour dire, la petite mévalonate kinase deficiency, elle a été hospitalisée à Bni Mellel, au CHU de Rabat, dans le secteur libéral à Casa, avant d'atterrir chez nous. Et donc ça fait quand même 4 ans d'errance diagnostique, de souffrance parentale, etc. et de l'enfant. Et c'est pourquoi on a essayé de faire ces 10 commandements, pour essayer de faciliter le diagnostic aux cliniciens. Et donc, pour conclure, il faut savoir hiérarchiser les tests génétiques en fonction d'histoire familiale et clinique. Et juste un dernier mot, on a parlé de l'IL1. L'IL1, c'est important dans ce domaine-là parce qu'aujourd'hui, on a quand même des molécules ciblées anti-IL1. Au Maroc, nous avons aujourd'hui que l'anticorps monoclonal, l'anakinra, mais qui peut très bien répondre aux besoins de ces enfants qui sont résistants parfois à la colchicine ou aux corticoïdes. Et je vous remercie. Merci.